Bonjour Amir Farsa. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, Ouais. s'il te plaît? Bon, je suis né à Téhéran, en Iran. Mais depuis l'âge de 10 ans, je suis aux États-Unis. J'ai fait toute ma scolarité dans des écoles françaises, dans des lycées français. J'ai pris mon bac C. J'ai fait mes études aux États-Unis, à Princeton et à Columbia. Et j'écris depuis que j'ai 7 ans, ou 5 ans même. Et en fait, pour dire très rapidement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les genres, des genres innovateurs, d'écrire des choses qui sont très nouvelles, quoi. Donc de nouvelles formes, de nouveaux genres. Et depuis très longtemps, je travaille sur le plurilinguisme, c'est-à-dire des écritures non seulement en plusieurs langues, mais des écritures de textes qui sont constituées en plusieurs langues. Donc c'est une recherche et une pratique qui m'intéresse depuis très longtemps. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire en fait très très jeune, comme je disais, à 5-7 ans, ou bien peut-être même avant. J'écrivais des aphorismes en persan, en farsi. J'ai écrit des petits récits en français, et donc c'était simultané. Et vers l'âge de 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à écrire des récits aussi en anglais. Donc en fait, il y avait les trois langues ensemble. Et c'est ça qui était fascinant. Donc depuis l'âge de 3-4 ans, j'écris, mais l'existence de plusieurs langues simultanément et l'écriture en plusieurs langues simultanément m'a incité à faire des recherches et beaucoup d'expérimentations et aussi des découvertes. Finalement, tu es polyglotte. Oui, bien sûr. Tu parles quelle langue? Je parle farsi, français, anglais, espagnol, bien. J'écris en ces langues. Et j'ai étudié aussi, et j'ai fait des petits jeux, des expérimentations en allemand que j'ai étudié à l'école, mais je suis pas du tout. Je sais un peu, mais pas énormément. Latin, j'ai appris le langage des signes, des sourds-muets. Il y avait une époque où je travaillais avec ça parce que les langues me fascinaient, l'arabe. Mais ça, ce sont des études peu approfondies, mais en fait qui nourrissent un peu le travail avec la langue. Comment tu écris, construis et crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? En fait, j'ai des tas de méthodes, en fait. Je crois énormément en la nouveauté de la méthode parce que si on crée de nouvelles méthodes, si on crée de nouvelles manières de faire, on arrive à de nouveaux genres et de nouvelles formes. C'est ça qui m'intéresse énormément. Donc, c'est toujours des juxtapositions de formes. J'ai pas des rituels précis, mais j'ai des méthodes qui sont un peu compliquées à expliquer. Donc, pour dire, en fait, ma méthode, c'est de tenter de trouver de nouvelles méthodes, de créer de nouveaux rituels, de nouvelles manières de circuler, de noter, d'observer, parce que justement, la nouveauté dans ces régimes d'appréhension du monde et de la représentation crée de nouvelles formes et de nouveaux types de littérature. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, non seulement les nouvelles formes et les nouveaux genres, mais aussi des textes sur les plateformes Internet, mais vraiment des choses qui ne peuvent pas se traduire sur un autre registre. Et évidemment, même de nouveaux types d'objets littéraires. Donc j'ai fait des écritures de textes sur des pierres, sur des murs, tu vois, mais pas en tant que quelque chose qui s'inscrirait plus tard dans un livre, mais en tant qu'objet final. Donc c'est ça qui m'intéresse énormément, nouveaux genres, nouvelles formes, nouveaux types d'objets littéraires, et absolument sur de nouvelles plateformes. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Oui, les auteurs, c'est très difficile à dire. Tu sais, c'est les auteurs, c'est les gens dans la rue, les enfants qui sortent toujours qui ont des phrases très littéraires, très badines, mais qu'on ne transpose pas dans un contexte littéraire. Donc le langage populaire, le langage de tous les jours, mais en même temps, évidemment, il y a toute l'histoire de la littérature. Je pourrais citer beaucoup, mais plutôt que de citer des noms, si tu veux, je dirais que c'est tous les auteurs qui ont tenté de faire des choses qui étaient nouvelles à l'époque, si tu veux. Donc j'ai un côté où j'aime beaucoup la recherche poétique qui est plutôt intellectuelle, mais j'aime beaucoup aussi les jeux sur le langage, sur la langue, etc. Et mes sources viennent un peu de l'anglais, du français, du farsi, donc, et plus tard évidemment dans d'autres langues aussi. Donc je laisserai en fait imaginer les auteurs, mais c'est tous les auteurs qui sont novateurs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle, francophone, anglophone et perséphone?
Ah, d'accord. Alors, je ne suis pas du tout expert en la matière. Si tu le suis. Oui, non, non. Mais je pense que il y a toujours des choses très intéressantes qui se passent. Tu vois. Par contre, en fait, les choses intéressantes ne sont pas toujours mises à l'avant. Donc, il faut vraiment creuser. Je sais qu'il y a aux États-Unis des choses intéressantes qui se passent hors des conventions, hors des normes. Mais les conventions, les normes, les prix, etc., vont plutôt vers des activités et des genres plutôt connus, donc, moi, je suis toujours un peu optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Même si ce n'est pas un grand pourcentage des écrivains qui font des choses qui m'intéressent moi personnellement, il y a toujours un certain nombre. Donc, je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont en train de faire, dans toutes les trois langues que tu dis, francophone, anglophone, farsophone, qui créent de manière à vraiment faire en sorte que le lecteur ou la personne qui fait l'expérience de la littérature puisse appréhender le monde d'une certaine manière, d'une nouvelle manière. C'est ça qui m'intéresse. Et chez les auteurs, par exemple, dernièrement ou je sais pas, quelques années, les auteurs que tu trouvais plus rénovateurs, par exemple. Qui sont-ils dans ceux que tu as rencontrés, oui. Ah, écoute, récemment, tu veux dire, ou bien en général? En général, ouais. Écoute, moi, j'ai toujours une petite fascination avec Joyce, parce que je me demande comment il a eu le courage d'écrire un peu Finnegan's Wake, tu vois. Je pense que jamais Finnegan's Wake ne serait publié s'il n'avait pas déjà une renommée, si tu veux. Donc, il y a aujourd'hui des gens aux États-Unis qui peuvent être fascinants. Au niveau français, il y a toujours... il y en a eu au début du XXe siècle, avec tous les mouvements, les surréalistes. Je ne suis pas super fan, mais ils ont fait des trucs intéressants, quoi, mais ils se sont fait dépasser aussi. Donc, voilà, j'aime pas trop citer les noms, si tu veux, mais... c'est pour nous, le pauvre mortel qui ne connaissent pas. Non. Et ça, j'enverrai des emails, comme ça on pourra... La traduction. Oui, la traduction. Écoute, moi, dans ces tomes, Litteramundi 1, Litteramundi 2, que les éditions Caractère ont publié l'année dernière, il y a toute une section sur la traduction. Et évidemment, j'ai grandi avec la traduction. Donc, la traduction sociale, la traduction personnelle, mais aussi la traduction littéraire. Et ce qui m'intéresse énormément dans la traduction, c'est une nouvelle taxonomie. Donc, je cite, en fait, je crée une taxonomie des traductions nouvelles, de traductions créatives, de traductions provocatrices. Donc, dans la traduction, très souvent, on est dans le sémantique. On traduit le sens, si tu veux. Mais en fait, il y a beaucoup de possibilités, surtout dans la poésie, où je pense que la traduction est littéralement impossible. On ne peut pas traduire la poésie, parce qu'il y a un jeu dans le langage qui presque, par définition, ne peut se transmettre dans une nouvelle langue. Okay? Donc moi, en fait, j'écris pour qu'on ne puisse pas traduire. C'est-à-dire que je puise dans les possibilités d'une langue de telle sorte qu'en fait, il faudrait absolument le recréer dans la langue. Donc, étant donné, si tu veux, ma poétique de la traduction, je tente de voir ce qui pourrait être intéressant dans la traduction. Donc, la traduction au niveau du son, la traduction au niveau des figures même, la traduction au niveau visuel, tu vois, de faire des choses qui sortent complètement des conventions de la traduction, qui ressortent un peu du registre sémantique. Mais c'est très difficile avec les poètes contemporains, parce que les poètes contemporains dont j'ai traduit, tu sais, j'ai des amis, etc., que j'ai traduits, en fait, veulent le sens de leurs poèmes, veulent que le sens soit traduit. Donc, ce qui pourrait être intéressant, je suis en train de faire, en fait, des trucs très, à mon avis, assez intéressants sur Omar Khayyam, que tu connais évidemment, et qui a été traduit par de centaines de personnes, dans plein de langues. Un des poètes les plus traduits dans l'histoire de la littérature, mais justement, j'ai envie de faire des choses très pas pour provoquer uniquement, mais pour faire voir ce que la traduction littéraire pourrait proposer, tu vois. Donc ça, en fait, tu me poses la question, c'est quelque chose que qui est très intériorisé, quoi, dans ma personne et dans mon travail. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens?
Alors moi, tu sais, j'ai travaillé au MoMA à New York pendant des années et je travaille maintenant, je suis prof et directeur d'études dans une école d'art à New York qui s'appelle Pratt Institute. Pourquoi je te donne ce petit contexte? Parce que oui, j'y crois énormément, énormément. C'est pas uniquement un besoin, mais c'est pas un besoin utilitaire, si tu veux. C'est pas un besoin qui nous aide à faire autre chose. Je pense que vivre poétiquement, croire, si tu veux, en la possibilité de la poésie et de l'art, de nous présenter le monde de manière différente, de créer des possibilités d'exister de manière différente, est essentiel. Donc si on pense à l'art comme une décoration ou comme une utilité, si tu veux, oui, ça aurait sa place, mais pas essentiel. Pour moi, en fait, l'art qui compte, la poésie qui compte, la littérature qui compte, nous secoue, nous provoque, nous fait comprendre le monde différemment. Et là, il y a une grande lutte à faire pour que ce soit possible aussi. Donc la liberté d'expression, la liberté de l'écriture, la liberté c'est pas uniquement la liberté d'expression, la liberté de la pensée, si tu veux, la liberté de créer, la possibilité d'être libre pour créer est aussi une lutte. Et donc, pourquoi? Parce que oui, je pense absolument, pour répondre à ta question très simplement, je pense que c'est un besoin profond, le plus grand des besoins, je dirais même. La nourriture, le toit, ensuite l'art et la poésie. Et je crois que tu viens plus souvent au marché de la poésie de Paris, Ouais. mais ici je crois que la première fois tu es venu. Première fois, je suis à 7. Tu peux nous donner tes impressions? Oui, des impressions de 7. Les deux. Des deux, oui. Je vais très souvent à Paris, marché de la poésie à Paris aussi, évidemment. Écoute, il y a un côté ethnographe en moi qui est très fasciné par le mode de vie des gens, les mondanités, si tu veux, la manière de circuler, tout ça. Donc l'ethnographe en dehors du poète, si tu veux, de la personne littéraire. Ce qui me fascine quand même, c'est qu'il y a en France en ce moment cette continuation de croire profondément en la poésie, en la littérature, d'avoir des festivals, des gens qui s'intéressent, de se donner, si tu veux, à la culture, à l'exploration de ce qui se passe, etc. Ça devient un peu... ça peut devenir, si tu veux, un peu dans le quotidien, pas aussi nécessaire qu'on puisse le penser, mais c'est quand il y a l'absence de ça qu'on commence à apprécier en fait le fait que ça existe. Et donc moi, à chaque fois que... Là, à 7 par exemple, c'est très joli, c'est très sympa, c'est très cool, mais le fait qu'il y ait, tu vois, un festival de ce genre, profond, avec beaucoup de poètes, avec une certaine liberté, une certaine... Comment dire, c'est pas trop formel, c'est pas trop... ça se prend pas trop au sérieux, bien que ce soit sérieux. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour une société, justement. Et qu'il faut pousser, qu'il faut apprécier et qu'il faut toujours... Moi, il y a un côté où j'ai pas trop envie de participer tout le temps, mais en même temps, je pense que c'est un besoin et un droit et qu'il faut participer pour pouvoir continuer ces traditions, quoi. Merci beaucoup, Amir. Ouais, merci à toi. Donc, je vais lire en fait le tout début de Littéra Mondu, tome 1, les éditions Caractère, l'œuvre indomptée. Et c'est pas un poème, si tu veux, mais c'est un manifeste poème. Le tout est un ensemble théorique, manifeste, mais qui relève de l'écriture créative, évidemment. Et c'est un petit extrait de ce qui s'appelle cette étrange traversée des cendres. Donc cette étrange traversée des cendres, le néo-dandy à la dérive. Il est assis sous un soleil rayonnant, les yeux fermés, la brise berçant son visage, sur le toit d'un immeuble fracassé, un immeuble détruit, un immeuble en feu, un immeuble sans sonnerie, un immeuble dans un super quartier que d'autres appellent malfamé et qui pourtant très tôt devient super branché. Son immeuble à Harlem, son immeuble sur le Hudson, l'immeuble du petit studio qu'il habitait à Paris, le toit de l'immeuble de Téhéran, d'enfance et d'innocence d'avant les bombes, de l'immeuble de Saint-Domingue, quartier central vu sur ruine, ces interminables édifices de New York. C'est taudis qu'il fréquentait à Washington, la ville, là qu'il conclut, là qu'il faut adopter le supplément, une préface pour les générations futures, un prélude au texte à venir, la postface à l'épopée infinie.
des prolégomènes à une nouvelle littérature mondiale. Donc je continue, c'est un autre extrait de cette étrange traversée des cendres. J'y vais. C'est dans un petit wagon du métro de New York, justement, il y a quelques années, qu'il confirmera qu'il faut donner place à une nouvelle direction, de nouveaux itinéraires, un nouveau type de personnage artistant, le néo-dandy à la dérive, le néo-nomade en route, un nouveau derviche. Ça commençait avec une question banale et assez innocente à la conductrice qui passait. « Savez-vous où je pourrais changer de main ?» il demande. « De train. » Froidement, sèchement et efficacement, elle lui donne la réponse. Et sans qu'il s'y attende, elle rajoute « Vous feriez mieux de ranger ça, par contre. » Son ton est très officiel, sérieux, menaçant. Elle est en train de le conseiller, plus l'avertir. Quoi donc, il se demande. Quoi donc, pense-t-il. À qui s'adressait-elle? Et puis, sans arrière-pensée, il demande « Ranger quoi exactement ?» Elle le regarde de haut en bas encore. Il se demande toujours ce que ça peut être, s'il présentait un danger quelconque. Peut-être qu'on l'a pointé, type un peu louche, il paraît, on ne sait jamais ces jours-ci. Et soudain, la lumière. Le cahier, le stylo, les caméras? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit-elle. Le cahier et la caméra? Mais j'ai toujours mon cahier et les caméras, insiste-t-il. Ah bon? Elle l'interrompt. Vous ne devriez pourtant pas prendre des photos dans le métro, elle dit. Ah bon? Lui. Eh oui, elle. Et pourquoi, lui? Monsieur, elle, irritée, je ne fais que mon boulot, hein. Ils peuvent vous arrêter, mais allez-y, continuez si vous voulez. Allez-y, on vous foutra en prison, mais allez-y. Et lui, dans son silence enragé, médite le fait que les forces de l'ordre peuvent l'arrêter parce qu'il porte sur lui et avec lui, dans le putain de métro, un cahier et des caméras. C'est dans ces paysages géographiques et symboliques, post-9/11, comme on dit, site de circulation mondaine, à cette époque si belle la nôtre, l'aube du nouveau millénaire, que les prémonitions sont vérifiées, les conclusions fortifiées. Le théoriste n'est qu'un petit décalage linguistique, loin d'être un terroriste. Ok, alors ça c'est un texte en fait que j'appelle Quator. Et Quator, j'ai fait pendant un an et quelques mois en fait, j'ai fait exprès d'écrire en quatre langues, farsi, espagnol, français, anglais, des fragments tous les jours. Plutôt que d'écrire dans mon journal ou quoi que ce soit, tous les matins ou le soir ou quoi que ce soit, j'ai fait exprès donc de commencer avec une des quatre et de faire en sorte qu'il y ait une réflexion, un rebond, une réaction de la part des autres. Donc il y avait des passages stylistiques ou bien des passages conceptuels ou des passages thématiques, mais tous les jours il y en avait au moins un. Et ça s'appelle Quator avec un S. Quels mots, comment ces mots, mots inconnus, mots indélébiles, mots insoupçonnés, comment tracer leur passage, inventer leur trachée dans ce paysage de vocables révoltés, si peu dociles, si cruels, si peu dociles. شعرهای آینده، صفحه‌های گذشته، روزهای سرد و تاریک، این است سرنوشت سایه. Cut words up, leave their carcasses around, hang them in the public square from bridges for all to see and fear. Disección y después autopsia de palabras. Donc voilà un deuxième quator. En fait, il y a des dates pour l'équateur. Donc celui-là, en fait, c'était le 18 avril 2020. Okay, mais c'est pas important la thématique. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une langue qui commence ou l'autre, c'est complètement par hasard, mais ensuite il y a des rebonds et des réactions. فریادهای فرداها، فریاد امروز، فریاد تنهایی، فریادهای فرداهایی که نخواهی دید. باز بگو چقدر دلم، چقدر سرم درد میکنه از این فریادها. و بعد از این فریادها، بعد از این فریاد، بعد از این. El poeta un día decidió quemar todos sus libros. Los llevó al parque e invitó a los artistas y sus amigos. Vengan conmigo y miren esta última obra, los libros en el fuego. Todos se reúnen alrededor de la fogata, pero cuando vinieron los libros se rebelaron y no se dejaron quemar. Un forastero en la muchedumbre sonrió.
Dans l'absence du cri, le silence signe le grand livre de l'oubli. And they began the long walk in the rain. When they came upon the colossal stairs, one said, "This is the place where we stop and rest." Another said, "This is where we return." A third said, "This is where we count our blessings." And the last silently gazed ahead. Voilà, Merci. Merci à toi.